Fragments, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels. Des histoires inspirantes et pleines de courage. Des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination. Des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Stéphane, merci de m'accueillir ici à Paris. Je voulais que les auditeurs te découvrent, car je te connais un tout petit peu et je sais que tu es un homme hors du commun. Parce que souvent dans ta vie, tu as su dire oui, je le veux, quand d'autres te disaient non, ça n'est pas pour toi. Alors vaille que vaille, tu as su rentrer dans l'arène et affronter toutes les surprises de la vie. Je dédie ce podcast à ceux qui continuent de grandir à la Croix de Metz. Toul, petite bourgade dans la banlieue de Nancy. Tu as 8 ans. Après une séparation difficile de tes parents, c'est comment dans la tête du petit Stéphane ? Quels sont ses espoirs ? À 8 ans, on n'a pas encore beaucoup d'espoir. On constate, on vit les choses au jour le jour. On réalise peu à peu dans quelle situation on se trouve. Et en grandissant, on regarde autour de soi, on voit les gens qui nous ressemblent, on voit les gens qui nous entourent. On s'assimile à eux. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, même si effectivement ma mère était professeure dans un collège donc de ZEP, moi je voyais surtout, je fréquentais surtout les gens qui m'entouraient, à savoir les habitants de ce quartier de la Croix de Metz, qui étaient surtout essentiellement issus de l'immigration ou directement des immigrés, des Turcs, des Algériens, des Marocains, des Vietnamiens aussi à l'époque. Et c'est effectivement c'est dans ce milieu-là que j'ai grandi et que j'ai commencé à me construire une personnalité. Et donc effectivement, j'ai grandi en étant un gamin aîné d'une famille de 4 enfants, monoparentale, avec un père qui est sorti très rapidement complètement du radar. Et avec ses amis avec lesquels on partageait les mêmes galères, la même sensation d'assignation. On était de ce quartier-là, on n'était pas d'ailleurs. Et plus on grandissait, plus on se disait que sortir de ce quartier serait pas forcément difficile. En tout cas, que la voie qui était tracée pour nous ne menait pas très loin. Donc ça, c'était le point de départ. Tu parles souvent de ton adolescence comme d'une assignation à résidence. Est-ce que c'est aussi une impossibilité à rêver ? Non, au contraire. Moi, je parle forcément de mon cas personnel. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais suffisamment, à la fois immature émotionnellement et peut-être un peu plus mûr pour comprendre qu'il y avait une situation qui était la mienne, qui était celle de ma famille, celle de mes proches, qui était celle-ci, une situation statique. On est là, tous les gens qu'on connaît sont là, sont dans ce milieu, sont dans ce quartier, travaillent dans les usines, la prison, les commerces, ou ne travaillent pas. Et c'était difficile pour la plupart de mes amis de penser à un autre futur que celui d'évoluer dans ce monde-là. Moi, c'était un des premiers instincts forts que j'ai eu dans ma vie, c'était l'instinct qu'il fallait que je parte, que je devais partir, et qu'un jour je reviendrais effectivement, et que j'aurais avec moi les signes extérieurs de la réussite, et que ça serait une sorte, pas de revanche, mais de démonstration de la possibilité de pouvoir faire des choses hors du chemin tracé initialement. Justement, qu'est-ce qui motive ? Qu'est-ce qui fait rêver quand tout semble déjà écrit ? Tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Moi, dès mon adolescence, j'ai jamais été un grand lecteur, mais les livres que j'ai lus et que j'ai réussi, dans lesquels j'ai réussi à rentrer vraiment, m'ont vraiment marqué. Un des livres les livres et l'écrivain qui m'a le plus marqué à l'époque, c'était André Malraux, qui était, comme moi, un homme qui avait grandi sans père, sans référence paternelle, et qui, du coup, qui s'était laissé guider
qui était parti très loin, qui était devenu un aventurier, un explorateur, un baroudeur, parfois en dehors des chemins de la loi. Alors, il a eu des problèmes. Il s'était fait arrêter dans des temples asiatiques, du sud-est asiatique, pour pillage d'héritage culturel. Et puis finalement, qui s'est retrouvé dans 1000 batailles. Il a été écrivain, il a participé aux révolutions en Asie, en Chine. Il a participé à la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, et puis ensuite il est devenu ministre chez De Gaulle, une espèce de monument de la Ve République. Et ça, c'était un peu la vision que j'avais. C'était... Rien n'est écrit, en fait. Rien n'est écrit. D'autant plus quand on n'a pas face à soi ou au-dessus de soi un modèle qui nous impose soit de se rapprocher de lui, soit de ne pas trop s'en éloigner pour ne pas le blesser ou ne pas le renier d'une certaine manière. Et ce modèle, c'est le modèle paternel qui, en particulier pour un garçon, est très important. Donc voilà, moi, je savais très bien que j'étais là. J'avais une énorme conscience d'être l'un de ses camarades de la Croix-de-Metz, mais j'avais aussi une énorme volonté de suivre un peu ce destin non écrit qui me permettrait un jour de revenir et de dire voilà tout ce qu'on peut faire en fait. J'aimerais que tu me parles de cette balafre verticale dans ton nom de famille. Oui, le J de Vogetta. Effectivement, c'est assez anecdotique, mais en même temps, c'est révélateur, comme souvent les anecdotes. Mais j'ai un nom de famille assez exceptionnel, que je dois à chaque fois épeler pour tout le monde. Et dans tous les pays, c'est la même chose. Et à chaque fois, on me demande comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on le prononce. C'est un nom bizarre. C'est un nom qui est un nom de famille italien, qui vient de Calabre. Que mes arrière-grands-parents, à la fin des années 20, début des années 30, ont importé avec eux en France. Simplement, quand ils sont arrivés dans un centre ces centres de rétention et d'enregistrement des migrants italiens et polonais, qui structuraient l'arrivée des migrants économiques en Lorraine dans ces années-là, eh bien, l'employé administratif qui a pris leur nom leur a demandé de l'épeler, et ils l'ont éplé à la française. À l'origine, c'était un nom qui était Vogetta avec un G en 3e position. Sauf qu'en en italien, le G se prononce G. Et le J, la lettre J française, n'existe pas dans l'alphabet italien. Bref, l'employé a écrit phonétiquement, il a entendu J, il a écrit J, et depuis ce jour-là, effectivement, mon nom de famille s'écrit V-O-J-E-T-A, ce qui est un nom qui, par définition, ne peut pas exister en Italie, et qui s'oppose, par exemple, à celui, au nom de famille de mes cousins éloignés, qui, eux, sont établis dans le sud de la France, dans la région de Brive, où il y a encore des Vogetta avec un G. Donc voilà, mais c'est une lettre, effectivement, qui n'est pas naturelle, qui ne devrait pas être là, et moi, je le ressens, et d'autres le ressentent aussi. C'est toujours le gros problème au moment d'épeler ce nom de famille. Je me rappelle qu'en seconde, une professeure à qui je m'entendais pas forcément bien, enfin en tout cas j'allais pas forcément bien m'entendre avec elle, le premier jour, elle me demandait assez agressivement mais comment ça s'appelle ce nom, c'est quoi la 3e lettre? Et je lui ai dit c'est avec un J comme gitan. Et elle n'a pas aimé la réponse. Et je me rappelle que... Donc voilà, c'est une lettre que j'aime bien, qui est une balafre, effectivement. Une balafre verticale qui traverse mon nom et qui, comme je le dis dans mon livre, et j'avoue que je suis assez content de la formule parce que c'est exactement ça, démontre la difficulté à partir et à rester soi-même. Les frustrations, le ressentiment, la rébellion face à une fatalité sociale, comment on apprend à les exprimer ? Alors, je ne sais pas si c'est forcément dans l'expression que ça se passe. C'est plus dans le vécu, dans le fait de s'affronter effectivement à des règles soit qu'on nous impose explicitement, soit dont on est bien obligé de constater qu'elles sont là, et qui en gros nous disent, en France, de rester à notre place. Tout est fait, malheureusement. C'est un système, c'est pas forcément une volonté politique ni humaine, mais tout est fait, en France peut-être plus qu'ailleurs, pour nous dire de ne pas trop jouer avec les règles du jeu, de ne pas trop s'écarter du chemin qui nous est désigné.
Et à partir de là, effectivement, il y a une question de caractère et d'envie, de personnalité aussi. Et moi, sans avoir été un rebelle depuis le début, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter ce genre de règles, les règles qu'elles soient tacites ou exprimées. J'ai toujours eu du mal à les accepter, mais plutôt que râler, me plaindre et pleurnicher du fait d'existence de ces règles, le mieux c'est d'essayer d'aller à leur rencontre, de les prendre face à face et d'essayer de les briser. Et ça, c'est ce que j'ai fait régulièrement, sans aller jusqu'à la violence, mais simplement, il s'agit simplement de faire des grands pas dans le vide, en ayant la foi dans notre capacité à réussir, en fait, ou à survivre aussi, dans des environnements qu'on connaît pas, hors des bulles dans lesquelles on était censé rester. Et ensuite, s'accoutumer peu à peu, à chaque fois, au fait que, en fait, ces règles, elles sont uniquement là pour nous ralentir, mais si on y prête moins attention, finalement, c'est simplement des marqueurs d'étape. Quand tu as 18 ans et que tu intègres l'ESSEC, qu'on a un papa qui est ouvrier spécialisé, une maman professeure d'histoire géo, est-ce que quelque part t'as pas mis une claque à la fatalité ? Oui, effectivement, c'était une claque. Enfin, j'étais content, j'étais pas soulagé, parce qu'on est soulagé quand on a un objectif et qu'on l'atteint. Pour moi, arriver dans une de ces grandes écoles parisiennes, c'est totalement illusoire. J'y croyais pas du tout, mais finalement, j'y suis arrivé un peu pas par le gré des circonstances. J'avais bien travaillé, mais c'était logiquement, en regardant mon dossier scolaire et mes résultats, j'aurais pas dû pouvoir rentrer à l'ESSEC. Mais ça s'est fait. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a quelque chose qui a voulu que j'aille dans cette grande école. Et le jour où j'ai reçu le courrier qui le confirmait, effectivement, je me rappelle très bien, on était dans un camping avec ma mère, donc, et mes frères et sœurs. Et je me rappelle très bien, moi j'ai ouvert la lettre, j'étais fier. J'étais fier. Et j'ai vu la réaction de ma mère elle était catastrophée. Elle me disait, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se permettre ça ? Ça coûte tellement cher, c'est horrible. Tu devais aller à Nancy, et là tu vas partir à Paris. On va jamais y arriver, c'est horrible. Donc, effectivement, ça a été un moment un peu contrasté, mais qui est aussi un symbole du fait que quand on décide, ou quand par la force des choses, ou par la force de notre volonté, on s'éloigne, on fait des pas qui nous éloignent de là où on vient, là où l'on est, et de ceux qui nous y ont accompagnés, eh bien, ça crée une distance. Et c'est dur pour eux aussi, c'est dur pour nous. Et cette distance, elle s'exprime de plein de manières différentes. Et notamment, une sorte de rejet instinctif de la part de ceux qui te voient partir et qui te disent attention, si tu pars, c'est difficile de revenir derrière. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Il est difficile de partir géographiquement ou socialement, de s'élever dans les strates de la société et de vouloir ou d'avoir l'ambition de pouvoir revenir là d'où on vient comme si de rien n'était. Ça ressemble à certains témoignages qu'on peut entendre de personnes justement qui ont quitté leur quartier, leur ville ou leur village et qui disent mais c'est impossible d'y revenir, c'est impossible d'y retourner. Je sais même pas quel verbe on pourrait utiliser. On en parle souvent ces jours-ci parce qu'on réfléchit aux émeutes, etc., à ce qui se passe exactement dans la tête de ces jeunes et des moins jeunes. Et on se rend bien compte qu'effectivement, une des raisons, c'est l'existence de ghettos sociaux et presque même ethniques autour des grandes villes. Mais c'est un ghetto dont on peut sortir. Et c'est un ghetto d'où sortent de nombreuses personnes. Il y a de nombreuses personnes qui réussissent. Le problème, c'est que dès qu'elles réussissent, la première chose qu'elles font, c'est sortir du ghetto. C'est partir. Et quand on part, la première envie qu'on a, c'est pas revenir derrière. Il y en a certains qui ont l'ambition de revenir, expliquer, décrire leur trajectoire, expliquer comment c'est ailleurs et comment il est possible d'y arriver. Et encore hier, j'en parlais à un de mes collègues députés qui vient d'un de ces quartiers à Nantes et qui m'a dit que lui, il a réussi à en sortir à travers l'entreprise, à travers le succès professionnel et économique, mais qu'on ne le laissait pas revenir. On ne le laissait pas revenir raconter son histoire. Les associations, les grands frères,
les professeurs d'école, les directeurs d'école ne le laissaient pas, ne lui proposaient pas de venir partager son histoire. Il m'a dit, il n'y a que depuis que je suis député qu'on m'invite enfin à venir expliquer ma trajectoire et mon parcours. Sinon, à l'intérieur du ghetto, on ne veut pas l'entendre. Justement, on parle beaucoup d'éducation. Quelles sont les valeurs que tu as gardées? Celles qui t'ont été transmises par ta famille? Par ma famille, une espèce de foi naïve que dans le fait que si on travaille bien, on sera récompensé. Bien travailler à l'école, c'est la clé du succès. C'est pas forcément la réalité. Il y a beaucoup d'autres ingrédients. La fidélité à ce qu'on est, même si c'est pas simple, effectivement, comme je l'ai dit, puisque quand on part, on se transforme et on s'éloigne de ce qu'on est, de comment on est né. Mais pas grand-chose d'autre. Moi, j'ai plus que ma famille, moi, c'est vraiment mon environnement qui m'a transmis des valeurs de combativité, de refus de l'imposition à nous de décisions extérieures. On fait ce qu'on veut, pas ce qu'on nous dit. En tout cas, à l'intérieur de notre bulle, et même presque à l'extérieur. Mais voilà, la combativité. Après, il faut réussir à la gérer, la combiner avec une énergie et savoir en faire quelque chose de positif plutôt que de négatif. Moi, mes copains, mes camarades de l'équipe de foot, en gros, à partir du moment où on avait 15-16 ans, le dimanche soir, on se retrouvait pour jouer à 9-10 heures, nos matchs hebdomadaires. Et la première étape, c'était savoir lequel d'entre nous, la veille au soir, pendant la nuit, serait fait arrêter éventuellement parce qu'il aurait volé des autoradios, serait rentré dans une bagarre, bref, aurait dealé. Et donc, on avait toujours cette petite incertitude de à combien on va jouer, est-ce que les meilleurs seront là ou pas. Donc ça, c'était de l'énergie utilisée à mauvais escient, on va le dire clairement. Et moi, je me rappelle très bien que quand j'ai commencé à partir en prépa, et que je revenais encore jouer dans mon équipe, m'entraîner le vendredi soir, jouer le week-end, mes copains, eux, je les voyais déjà rouler en BM. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous, mais arrête d'étudier, viens plutôt avec nous, regarde, ici, tu peux gagner ta vie, t'as pas besoin de t'emmerder avec tes livres. Je disais, ouais, mais les gars, laissez-moi faire mon truc, et on verra à la fin. Après tes études, tu as longtemps travaillé dans la finance. Quel est ton rapport à l'argent? J'ai beaucoup aimé découvrir un milieu que je connaissais pas, qui est le milieu effectivement des classes très favorisées, de ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent. Ça, j'en ai côtoyé beaucoup. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait vicier leur valeur et leur rapport humain. J'ai des amis avec qui on a créé des entreprises, on a fait du business, et je me suis rendu compte que ils étaient prêts à sacrifier notre amitié pour quelques centaines de milliers d'euros en plus dans leur poche, et ça a été le cas. Enfin, ça n'a pas été le cas, mais c'est plus pareil après. Une fois qu'on se rend compte que l'amitié et la relation peut être sacrifiée sur l'autel de l'argent. Moi, j'ai toujours dit, l'argent, c'est un moyen de gagner la liberté. Donc, j'ai toujours eu un rapport assez amusé. Bon, quand on est dans la City à Londres, quand on sort d'une grande école, on est dans un milieu où c'est un des étalons. C'est un des étalons pour mesurer notre succès. Donc, à partir de là, il faut faire avec. Mais j'ai toujours pris garde à me dire que j'essaierai toujours autant que possible de ne pas voir mes décisions même professionnel, guidé par ce critère-là. En tout cas, pas uniquement par ce critère-là. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai lâché des jobs où j'avais de très bonnes situations, on va même dire rentes de situations. J'aurais pu continuer sur des trajectoires rectilignes, mais vers le haut. Et j'ai préféré partir avec toute l'incertitude que ça impliquait, plutôt que de rentrer dans un schéma dans lequel c'est majoritairement l'argent qui détermine nos choix. Alors, tu parles de liberté, mais quel est le prix à payer pour être libre? Le prix à payer, eh bien, c'est le confort, en fait.
Moi, on me dit souvent, ou on oppose souvent à un député, vous les députés, de toute façon, vous êtes là, vous avez votre situation privilégiée, vous êtes très bien payés, etc. Moi, je dois expliquer aux gens que pour moi, député, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice d'abord parce que ça m'oblige à 2, 3, 4 jours par semaine à pas voir mes enfants. Alors que pendant très longtemps, j'ai travaillé depuis chez moi et donc j'étais avec eux H24. Et donc pour eux, ça a été un choc. Et deuxièmement, député, c'est bien payé. Effectivement, je vais pas le nier. Et je dirais jamais que c'est mal payé. Mais qu'après, moi, j'ai fait le choix. Et c'est un choix que j'ai fait, à l'évidence. Et en plus, je me suis battu pour valider ce choix, d'être député et de gagner 5, 10 fois moins que ce que je gagnais avant. Mais c'est un choix que j'assume totalement, avec lequel je suis totalement à l'aise, et qui me permet simplement de regarder les gens dans les yeux et de leur dire, d'abord, j'ai eu du succès professionnel. Et ça, je m'excuserai jamais pour ça. Je baisserai jamais les yeux si quelqu'un un jour me vient me dire on a vu ta déclaration machin truc, on a vu que tu as gagné de l'argent avant, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Enfin, c'est une des expressions du succès, une des métriques du succès. Et d'un autre côté, ça effectivement me permet maintenant de faire des choix. Et parfois, les choix, c'est de se lancer à fond dans quelque chose qui est soit bénévole, soit beaucoup moins rémunérateur, mais quelque chose qui nous remplit tout autant, voire plus que ce qu'on faisait avant. Donc voilà. La liberté, c'est vraiment l'étalon maître et ce que je poursuis toujours. Et puis, il y a ce livre, écrit pendant la campagne pour les élections législatives, écrit presque sur le capot de la voiture. Un carnet de route, mais aussi un pavé jeté à la tête du système, non ? Un peu des deux. En même temps, c'est vrai que je l'ai écrit l'été dernier, donc quelques semaines après les élections. On avait 5 semaines de pause. Et j'avais tellement la sensation d'avoir vécu quelque chose d'inoubliable, mais oubliable en même temps, qu'il fallait que je le consigne par écrit, pour moi, pour mes enfants. D'accord ? Mes enfants l'avaient vécu à mes côtés, mais pas avec tous les détails, pas avec toutes les finesses, et aussi toutes les pensées qui m'accompagnaient pendant cette odyssée. Et je me dis, bon, je dois l'écrire, pour moi. Et puis en l'écrivant, je me dis, bon, je me rends bien compte que je n'arrive pas à raconter cette histoire si je ne me raconte pas moi aussi un petit peu. Si j'explique pas pourquoi et comment j'ai pris cette décision et comment je l'ai exécutée et d'où venait l'énergie qui m'a guidé à ce moment-là. Et puis voilà, puis à la fin, je me suis retrouvé à la sortie de l'été avec un truc qui était oui, effectivement 300-400 pages, brut de décoffrage, avec tous les sentiments qui m'avaient accompagné. Et parfois, c'était très dur. Parfois, il y avait trop d'émotions dans l'écriture. Parfois, dans l'émotion, il y a du bon, il y a du mauvais, il y avait de la haine, il y avait de la colère. Et donc, je l'ai fait lire à 2 personnes qui m'ont dit que c'était un récit hallucinant, mais qui ne pouvait pas être publié en l'état, effectivement. Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que cette histoire racontait tellement de choses, et pas seulement sur Manuel Valls et une campagne électorale, mais tellement de choses sur ce qu'on peut espérer de la vie et comment on peut l'obtenir, parfois malgré les obstacles, qu'à un moment je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Je dois le publier et l'assumer derrière. Et l'assumer, effectivement. Et ce que je fais aujourd'hui, par exemple. Là, j'assume tout ce que je dis à l'intérieur, le bon, le mauvais. Donc, ces personnes, ces proches m'ont conseillé. Et depuis presque un an, donc, je peaufine. J'essaye d'enlever les aspérités, les éléments les plus durs, les éléments les plus... les faits les plus incriminants pour les personnes que j'ai eu face à moi pendant cette histoire, pour essayer de faire quelque chose qui ne soit pas un brûlot, mais quelque chose de plus apaisé. Et à la fin, je pense qu'effectivement, c'est un pavé dans la mare, mais c'est un pavé, ça n'a rien à voir avec le pavé que ça aurait pu être au début. Donc, c'est pour ça, moi, j'assume maintenant, je croise souvent un ministre ou des responsables politiques qui me disent « Oh là là, ton livre, dis donc, tu vas pas avec le dos de la cuillère ?» Je dis « Écoute, il y a que des faits, c'est que des faits, et les pires n'y sont pas. » Par contre, derrière, effectivement, c'est des faits, c'est des décisions, c'est des dialogues. Il faut que chacun puisse assumer. En tout cas, moi, j'assume tout ça. Je ne tire pas les conclusions pour le lecteur. Au lecteur de lire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de comprendre ce que j'avais en tête, et ce sera au lecteur de tirer les conclusions. Est-ce que je suis un malade mental ? Est-ce que je suis courageux ? Est-ce que ceux qui ont fait ça ont obéi au système ? Est-ce qu'ils m'ont trahi ?
chacun pourra lire et tirer ses propres conclusions. Et c'est exactement l'objectif que j'avais. À partir de là, à l'évidence, pavé dans la mare, oui. Ça donne pas très envie de me nommer ministre. Le député pirate est un peu trop incontrôlable, mais ça tombe bien, c'est pas mon ambition. Quand on a un profil comme le tien, issu d'un milieu modeste, monoparental, école de commerce, la finance, les voyages, comment on se retrouve en politique et avec quelles concessions et quels sacrifices ultimes ? Alors, effectivement, déjà, c'est pas une volonté propre, c'est un peu le hasard des circonstances. C'est vrai que je me suis toujours dit, en regardant la France et la vie en général, qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et en général, moi, quand je constate ça m'énerve et j'ai envie de changer les choses. C'est pour ça que dans ma fonction de conseil financier stratégique avant, j'ai travaillé sur des sujets parfois importants. J'ai aidé notamment le gouvernement espagnol à éviter l'écroulement de l'économie au moment de l'effondrement du système bancaire espagnol, entre 2008 et 2013, on va dire. Et c'était un moment incroyable pour moi, effectivement, puisque là, j'ai pu à la fois être dans le secteur privé et dans l'élite du secteur privé, à savoir cette espèce d'espace raréfié où on fréquente les ministres, les grands PDG, les grands décideurs, ceux qui vraiment manient, sont aux commandes et qui ont les manettes économiques d'un pays entre les mains. Et j'ai vu à quel point ce que moi je pouvais leur expliquer et à quel point j'arrivais à les convaincre de ma manière de voir les choses et à quel point ils étaient preneurs de ma vision. Alors que moi j'étais un Français qui venait à leur expliquer comment régler les problèmes de l'Espagne. Et puis à un moment, effectivement, je me suis dit, là j'ai fait le tour. Donc j'ai quitté ma grande banque. Je me suis mis à mon compte. Et en devenant indépendant, en montant des sociétés, seul, avec des amis, en devenant business angel, soudain, j'avais plus de temps pour moi. En tout cas, j'avais plus de flexibilité pour gérer mon temps. Donc, je me suis mis dans le milieu associatif. En particulier, je voulais commencer à aider un peu les autres pour être pas simplement dans le personnel, quoi, dans le fait de avoir un gagne-pain et faire bien vivre ma famille. Je voulais que ça aille plus loin. Donc, je suis devenu assez rapidement... On m'a demandé d'être le président de l'association des parents d'élèves du lycée français de Madrid. Comme ça, on a l'impression que c'est un petit truc, mais en fait, c'est un boulot à plein temps, avec des emmerdes dans tous les sens, avec des rapports de force avec l'administration, avec les ministères, avec les syndicats, et où j'ai beaucoup appris d'ailleurs dans ce rôle-là. J'ai eu 5 ans de grand bain. Et puis finalement, à un moment, la représentation, enfin les Français de l'étranger sont représentés politiquement au Parlement, notamment au Sénat et à l'Assemblée. Et en 2017, la candidate investie par la REM pour les législatives est venue me proposer d'être son suppléant, donc d'être avec elle sur le bulletin et sur l'affiche. Elle a souhaité parce que j'étais connu, parce que j'apportais une image différente, l'image du chef d'entreprise, alors qu'elle venait plutôt de l'éducation nationale. J'ai hésité au départ, j'ai dit non, puis finalement j'ai dit oui. Je dis pourquoi pas. Allez, ça me permettra d'être un peu, d'avoir éventuellement une petite capacité à peser sur certains des choix, notamment en termes d'éducation. Et puis voilà. Et puis un jour, soudain, elle est devenue sénatrice. Je suis devenu député un peu par hasard, donc à la fin du quinquennat précédent. Et puis, alors que je me préparais, alors que l'envie m'avait pris de continuer, et que j'étais le candidat naturel pour me présenter à ma succession, finalement, le parti, il a été décidé que ce serait Manuel Valls qui serait investi par le parti, moment auquel, effectivement, il a fallu que je réfléchisse. Est-ce que je veux continuer cette espèce de sacrifice que j'ai décrit avant, à savoir, ok, je gagne, en étant dans la politique, en étant député, je gagne la possibilité de peser sur le cours des choses. En échange, je sacrifie ma vie familiale et aussi mon confort économique, puisque je passe du jour au lendemain, je passe de gagner quelque chose à 10 fois moins. Et alors, j'étais prêt à faire ce sacrifice, effectivement. Et non seulement j'étais prêt, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie de le faire parce que le jeu en vaut la chandelle, parce que je pense que j'avais mesuré ma capacité à utiliser le rôle de député pour peser. Et en revanche, effectivement, au cours de cette campagne, donc où j'ai dû renverser la table, me faire expulser, aller à l'encontre des instructions de tout le système et l'écosystème, je me suis rendu compte que effectivement, si j'étais réélu député, du coup, j'aurais
plus de limite, en fait. Parce que je serai dans la majorité présidentielle, parce qu'on ne pourrait pas me refuser d'y être, après ce que j'avais fait. Et d'un autre côté, je serai totalement libre et indépendant, et donc je n'aurai plus à faire aucune concession à ce qui sont censés être les règles du jeu, notamment en termes d'expression, en termes de style, et en termes de contenu, des combats pour lesquels je souhaite m'engager. Donc voilà, sacrifice, oui, mais concession, non, aucune, désolé. Tu dis souvent qu'avant d'entrer en politique, il faut comprendre le monde. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre du monde, Stéphane ? Il faut comprendre ce qui fait bouger les gens, effectivement. Il faut comprendre l'économie, il faut comprendre comment fonctionnent les riches, comment fonctionnent les pauvres, comment fonctionnent ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent cesser d'être pauvres, comment fonctionne la culture, quelles sont les différences culturelles entre les uns et les autres. Parce que souvent, si les gens n'arrivent pas à se comprendre, c'est que simplement, ils parlent pas le même langage, même s'ils parlent tous en français, mais c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes références. Et tout ça, on ne peut l'apprendre qu'en le vivant. Les livres, c'est bien, les études, c'est bien, mais moi, tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris au travers de toutes ces années, je l'ai appris à partir du moment où j'ai quitté le système d'enseignement. Les bases, effectivement, lire, calculer, les grandes références historiques, oui, effectivement, ça je l'ai appris à l'école. Tout le reste, je l'ai appris en faisant, en vivant, en réussissant, parfois en échouant. Et c'est ces apprentissages-là qui restent et qui, derrière, sont capables de se transformer en une sorte de pensée, et en tout cas en une capacité d'action. Ça a quel goût, l'échec ? Je me rappelle plus. Non, il faut... Ça, bien franchement, là pour le coup, ça peut paraître arrogant, mais je me rappelle pas d'un échec. En fait, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, au départ, on se regarde, on a 15 ans, on se dit putain, c'est quand même mal barré. Va falloir que j'ai quand même un peu de bol pour sortir de là, et qu'il y ait des conditions favorables. Et puis on se dit bon, moi je vais y aller à fond, puis on verra bien. Et puis on y va à fond. Et puis on avance, et puis on voit une porte fermée, on donne un coup d'épaule, on voit la porte suivante est encore fermée, on donne un coup d'épaule, à chaque fois ça s'ouvre. Après on voit l'opportunité de partir dans un pays dont on parle pas la langue. Bon allez, c'est pas grave, on y va, on verra bien. Ça marche. Et on continue. 7 ans plus tard, un autre pays, on parle pas la langue, on recommence à zéro, allez, on le tente. Et après, bon, je quitte ma grande banque, je vais essayer de faire quelque chose de plus entrepreneur, ça marche aussi. J'ai envie de faire quelque chose de plus collectif. Je me fais embarquer dans cette histoire, je deviens député, etc. On me met Emmanuel Valls en face, je dis non, ça passe. Et en fait, putain, c'est ça le message. C'est ça le message, quoi. Il faut pas, c'est pas parce que je suis un génie ou quelqu'un de parfait, etc. C'est simplement qu'il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. Il faut pas croire que les choses sont impossibles simplement parce que ça a l'air compliqué. Et à partir de là, j'ai sûrement eu des échecs, mais simplement, ils m'ont pas marqué suffisamment pour que je puisse m'en rappeler maintenant. Et là, franchement, j'ai beau chercher, j'arrive pas. Mais là, t'es en train de me parler du destin d'un homme. Certains y verraient presque le doigt de Dieu. Et toi ? Non, alors moi, je suis pas croyant. Je suis pas croyant, mais par contre, dans le livre, je cite une des citations des artistes qui m'a beaucoup inspiré, et c'est pas Jean-Paul Sartre, c'est Bono, c'est U2. Et à un moment, ils disent, en anglais dans le texte, « Uncertainty can be a guiding light ». Donc l'incertitude peut être la lumière qui vous guide. Et effectivement, je pense que nous, et on est nombreux, quand je dis nous, qui partons sur une base d'inconnu, d'incertitude. On n'a pas de chemin tracé. On sait qu'on n'a pas grand monde. Il n'y a personne qui va tenir la main pour nous emmener sur des trajectoires idéales. Parfois, on a... Et la référence paternelle, c'est important parce que je m'en suis rendu compte hier encore, on en parlait avec des collègues députés à l'Assemblée, mais il y a je ne sais plus combien de millions de familles monoparentales en France. Il me semble que c'est un quart des familles.
Un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Et parmi elles, 85% sont des familles monomarentales, on va dire. Donc c'est une mère et des enfants. Et donc tous ces enfants qui grandissent sans père, 85%, il y a 15% qui grandissent sans mère, sans doute pour d'autres raisons, mais tous ces enfants qui grandissent sans père, grandissent sans un repère. On peut penser tout ce qu'on veut de l'égalité, mais le rôle structurant de la présence du père dans la vie d'un enfant, d'un adolescent, même d'un adulte, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, j'ai réalisé donc effectivement au cours de l'eau, au fil de l'eau, que ce vide, il est aussi enrichissant quelque part, parce qu'il devrait nous permettre, malheureusement c'est pas le cas, je le sais très bien, il est beaucoup plus vécu comme un handicap, parfois comme une excuse pour tout ce qui peut nous arriver de négatif, pour tout ce qu'on peut subir, mais on devrait plutôt l'utiliser, je pense qu'on a la capacité de l'utiliser comme un moteur. Il faut remplir ce vide. D'ailleurs, c'est sans doute ce que je fais inconsciemment, je remplis un vide en y déversant des expériences, des succès, parfois des échecs, effectivement, parce qu'il y en a aussi, et j'espère effectivement que s'il y a une chose que ce livre peut aussi raconter, et expliquer, c'est la possibilité de ce genre de trajectoire, effectivement. On va pas tous finir députés, mais ne serait-ce qu'une partie du chemin, c'est déjà quelque chose d'assez enrichissant et d'enthousiasmant. Et l'amour, Stéphane, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a du temps pour aimer ? Est-ce que d'avoir été élevé par une femme fait qu'on les aime mieux, les femmes ? Je suis pas certain. Non. Moi, j'ai une petite famille, je suis marié depuis 16 ans, j'ai trois enfants. L'amour absolu, effectivement, surtout sachant d'où je viens, c'est pour mes enfants. Ouais. C'est pour eux que c'est pas pour eux que je fais tout, mais pour moi les enfants sont fondamentaux. Et d'ailleurs quand je lutte politiquement pour améliorer les réseaux sociaux, le numérique, pour en éliminer certains des excès, je pense d'abord à ma fille et à mes fils. Bon, ma fille a 13 ans. Et je pense à elle en permanence, à chaque fois que je pense à un sujet, quand je pense à l'avenir, l'environnement, le changement climatique, les tensions dans nos pays, la capacité à vivre ensemble, les réseaux sociaux, l'influence qu'ils peuvent avoir, les valeurs qu'ils transmettent. C'est toujours en pensant à elle que je me dis, ça, il faut que je change, quoi. Ça, il faut que je le change. Et d'ailleurs, quand il y a 5 ans ou 4 ans, je lui expliquais, tu auras ton premier téléphone à 14 ans et pas avant. Et je m'y suis tenu, elle l'a pas encore. Au départ, elle me demandait pourquoi. Bon, on s'expliquait rapidement. Mais je lui disais, écoute, laisse-moi le temps de régler ça. Laisse-moi d'abord le temps de régler ça. Ça m'a mis un peu la pression, mais d'une certaine manière, avec la loi influenceur, j'ai mis j'ai fait un pas dans cette direction-là. Il reste beaucoup à faire pour éliminer tous les dangers auxquels font face nos enfants. Et donc voilà, moi, à travers cette trajectoire, dans les strates, je l'ai dit, dans les strates géographiques et sociales de notre pays, un pays qui s'étend au-delà de nos frontières, puisque la France, elle existe aussi à l'étranger. Moi, j'ai appris à côtoyer des gens très différents. Certains diraient les gens d'en bas, les gens d'en haut. Et finalement, j'ai appris à tous les respecter avec leurs qualités, leurs défauts, leurs angoisses, leurs aspirations, leurs craintes. Et du coup, on va pas parler d'amour, mais on parle d'empathie. Et l'empathie est très importante quand on veut écouter les gens, les comprendre et essayer de lutter pour eux. On peut pas lutter pour des gens qu'on respecte pas ou qu'on n'aime pas au sens amour, mais pour qui on ressent pas cette affection. Moi, j'ai la chance, avec ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu traverser, d'avoir de l'affection pour tout le monde. Moi, j'ai énormément d'affection pour les gens des banlieues.
Mais c'est provocateur, mais j'ai de l'affection pour Bernard Arnault aussi. Je comprends. J'imagine le défi auquel se confrontent ses enfants. C'est une caricature. Bernard Arnault, c'est de la caricature. Mais on est dans un pays où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais. On est tous des feuilles blanches et puis on fait des choses avec notre vie. C'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. Le résultat final est plus décevant pour certains que pour d'autres. Mais voilà, sans parler d'amour, je pense que je suis ravi d'avoir eu une vie qui me permet, une vie encore longue, hein. En tout cas je touche du bois, mais une trajectoire qui me permet de regarder sereinement un peu tout le monde et de me dire que j'arrive à les comprendre. Quel serait ton message pour celles et ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui souffrent? Mais ça, on en a parlé récemment, puisque moi, je l'ai vécu en tant que rapporteur du projet de loi influenceur, puisque c'est un sujet dont je me suis saisi rapidement. Et en fait, ce qui m'a marqué au début, c'est que j'avais été interpellé sur les réseaux sociaux par des gens qui me disaient « Regarde ce qui se passe, il y a un souci avec les influenceurs et les influvoleurs, et regarde, il y a Booba qui en parle, et c'est important. Il faudrait que vous regardiez, monsieur le député. » Je dis « Tiens, ok, je veux bien regarder, mais pourquoi moi ?» Et puis je regarde autour de moi, je vois qu'effectivement, personne s'y intéresse. En tout cas, dans ma majorité, personne ne parlait du sujet. Je dis, bon, je vais regarder. J'ai gratté un peu, j'ai rencontré des victimes. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, les victimes de l'influence, d'une certaine influence, l'influence, celle qui sort de la télé-réalité, avec ses arnaques vraiment basiques, ou ses attitudes, ses dérives vraiment caricaturales, en fait, les victimes sont souvent des personnes inaudibles dans la société. Je ne vais pas caricaturer en disant que tout le monde sort des quartiers, où tout le monde est dans les quartiers et est de cette classe CSP. Mais, en fait, quand on regarde les influenceurs incriminés, eh bien, on a un peu les visages de cette France des quartiers, cette France des quartiers qui a réussi, hein, mais cette France des quartiers, en termes deuxième, troisième génération d'immigrés, ou alors des petits blancos, mais de ces milieux-là. Et finalement, en fait, ces gens ont réussi, et ceux qui les suivent, ceux qui les regardent, ceux qui les admirent, leur ressemblent. Forcément, puisqu'ils voient des modèles qui leur ressemblent et auxquels ils aspirent. Et bien ces gens-là, en tout cas les audiences qui soudain se sentent victimes d'arnaques organisées, et bien quand elles gueulent, quand elles s'expriment, quand elles ont envie de dire « attention, nous, là on a un problème, on souffre », ben, en fait personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Et donc Booba, lui, il l'a fait, pour des raisons qui lui appartiennent. Il a gueulé, il s'est exprimé, il a monté un buzz, qui est arrivé jusqu'à moi, qui est arrivé jusqu'à bien d'autres députés. Mais il se trouve que c'est moi qui l'ai pris, c'est moi qui l'ai dit, tiens, je vais regarder. Et effectivement, et je comprends pas. Et je comprends pas parce que finalement, on dirait que ça légitime l'usage de la violence verbale. Quand on me dit, monsieur le député, c'est pas bien ce que vous faites. Booba, il est méchant. Booba, il est misogyne. Booba, il a dit ceci, il a dit cela. Il n'est pas gentil avec telle personne. Je dis, attendez. Voilà, vous savez, si Bernard-Henri Lévy ou Marion Cotillard avaient voulu se mobiliser et défendre la cause des victimes des influenceurs, je les aurais écoutés. Simplement, ils sont où, la BHL et Cotillard? Ils sont en train de nous dire, il faut pas faire des baciles à Sainte-Soline. Ok. Pendant ce temps-là, il y a des dizaines de milliers de victimes qui ont tout perdu. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et pourtant, Booba, tout le monde l'entend. Hein. Mais en tout cas, et moi, je me suis étonné, effectivement. Je me dis, écoutez, moi, je suis de la majorité. Et désolé, je prends les alertes de Booba. Et si ça me fait... si je dois me frotter à la violence qui existe autour de tout ça, je me frotterai à la violence. Et malheureusement, effectivement, moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui souffrent en France, ceux qui galèrent, et le sentiment malgré tout qu'ils sont écoutés. Pas seulement par Booba. Donc, en faisant ça, je voulais aussi lancer ce message-là. L'Assemblée nationale, vos parlementaires, la majorité, écoutent. Elle vous écoute. Elle est à votre écoute. Et on est là pour ça. Donc, allez-y, parlez-nous.
baissons un peu la tension, arrêtons le harcèlement, pas de violence, pas de menaces, mais parlons-nous. Et je vous promets qu'on va vous écouter. Stéphane, quels sont tes rêves et que peut-on te souhaiter pour les années à venir ? Moi, j'ai jamais de plan. Je sais pas du tout si en 2027, je voudrais encore être député. Moi, pour l'instant, j'avoue que je suis très content de ma première année complète de député. Hein. Ça a très bien marché. En fait, ce que je disais à mes électeurs a fonctionné, à savoir, vous savez, ok, je suis expulsé de Renaissance, je suis à la marge, je suis un paria pour l'instant, mais laissez-moi gagner ces élections. Une fois que je vais gagner contre Manuel Valls, vous verrez que on va revenir me chercher, je serai à nouveau dans la majorité. En revanche, là, j'aurais pu à suivre aucune règle, je serai libre et je serai influent. Ben effectivement, donc ça a marché. J'ai réussi à faire des choses qui m'ont, qui me tenaient à cœur. Et je vais continuer à faire ça. Moi, j'ai jamais fait des plans à plus d'1 an. Donc, et même là, je sais pas ce que je vais faire d'ici l'été 2024, mais je suis sûr que ça va être intéressant. En revanche, j'espère avoir accompli tout ce que je voulais accomplir d'ici 2027 et pouvoir laisser la place à un autre. Et puis sinon, on verra bien. Moi, j'ai pas de rêve, hein. Je me vois pas ministre ni quoi que ce soit. Pour l'instant, moi, je suis député. Je vais continuer en tant que député. Si ça s'arrête après-demain, je retournerai à ma vie d'avant avec mes enfants. Je serai entrepreneur. Ça se passera très bien. Et puis voilà, la certitude et la lumière qui me guide. Ces engagements face à mes enfants, eux qui comptent le plus pour moi, cette promesse de lutter pour défendre ce en quoi je crois, de me battre pour mes principes, mais aussi pour défendre ma propre position, c'est l'incarnation de mon héritage. Pas de mon héritage au sens patrimonial, bien sûr. J'ai grandi dans la certitude que jamais je ne recevrai aucune richesse, que je n'aurai conquis ou gagné moi-même, que ce soit par la grâce de mes efforts, de ma performance, ma persistance, ou peut-être de la chance. En revanche, j'ai bel et bien hérité d'un esprit à la fois de conquête et de résilience dans lequel je compte encore puiser lors des semaines à venir. Cet esprit, incarné par mon patronyme écorché, plus que par mon paternel évaporé. Il est né, puis s'est développé, peu à peu, au cours de mes années d'adolescent. Particulièrement à partir du moment auquel j'ai pris conscience de mon obligation de tout construire à partir d'une page blanche. Ma personnalité, ma trajectoire professionnelle, l'intime conviction de savoir qui l'on est, empêtré à Toul dans le brouillard de ma situation sociale et de ma trajectoire familiale, tout cela était à faire ou à refaire. Mais j'ai rapidement appris à considérer cette obligation comme une opportunité. Je ne savais qu'une chose, j'y parviendrai. Je finirai par décoller, par découvrir ces ailleurs extraperçus sur des écrans ou dans des journaux. Au fur et à mesure que je reléguais ce père introuvable toujours plus loin dans les abîmes de l'indifférence, je contemplais désormais les futures barrières auxquelles je ferais face et ne le considérerais plus que comme de simples étapes. En ayant, comme me l'avait suggéré Jean-Jacques Goldman, cette force de penser que le plus beau reste à venir, en devinant qu'il faudrait chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, mais avec la certitude qu'à coups de livres, je franchirais tous ces murs. Et que le fait que je les franchisse me heurterait désormais aucune susceptibilité, ne trahirait aucun serment de fidélité à une classe, à un clan, à un père. La remontada, extrait 2023, Stéphane Vogetta. Merci Stéphane. Merci à vous.